Salut ici Maps. Aujourd'hui, j'ai le bonheur d'avoir sur ma chaîne en entrevue avec moi l'auteur Daniel Lessard. Bonjour. Aujourd'hui, en fait, on va parcourir vos livres du début jusqu'à la fin. J'aimerais ça faire une petite présentation de vous avant de commencer. Donc, vous êtes né à Saint-Benjamin-en-Beauce, là où se déroulent d'ailleurs quelques-uns de vos romans. Après un cours classique, vous avez fait vos débuts à la radio en 1969 avant d'entrer à Radio-Canada en 1972. En 1979, vous avez été nommé correspondant parlementaire affecté à la scène fédérale. Vous êtes devenu chef de bureau de La Colline, journaliste émérite de Radio-Canada et vétéran de la tribune parlementaire à Ottawa en 1998 et animateur au téléjournal Le Point. Vous avez pris votre retraite en juin 2011 après 39 années passées à Radio-Canada et depuis, vous avez publié 11 romans. Donc, vous avez vraiment un incroyable parcours. Lorsque j'ai lu votre présentation, j'étais, ma foi, assez impressionnée. Non, non, écoute, c'est un parcours journalistique un peu presque normal, là. J'ai commencé à la radio privée et je suis resté là 2 ans. C'est une très bonne expérience. J'ai appris le métier assez cassé à Montréal entre 70 et 72 avant de passer à Radio-Canada. Et quand je suis devenu, comme tu l'as mentionné, correspondant parlementaire sur La Colline à Ottawa, c'était des mandats de 3 ans. On nous disait, on ne veut pas que personne s'en crasse au bout de 3 ans, on vous remplace. Et au bout de 3 ans, moi, j'étais prêt à partir, mais on m'a dit, reste, Trudeau s'en va, Mulroney arrive, reste, il y a ci, il y a ça. Finalement, je ne suis jamais parti. Et j'adorais ça. J'aimerais parler, vu qu'on est sur une chaîne de livres, j'aimerais parler là, de la deuxième partie de votre carrière, soit l'écriture. Et en fait, avant de commencer avec l'écriture, j'aimerais ça savoir quelle était la relation avec la lecture dans votre jeunesse. Ouais, comme tous les enfants de mon âge, moi, j'ai fait mon école élémentaire dans le village de Saint-Benjamin, d'où je viens. Je suis né en 47, donc entre 54 et 61. Il n'y avait pas des tonnes de livres disponibles pour les enfants à cette époque-là. Il y avait Tintin, bien sûr, l'éternel, l'incontournable Tintin. J'aimais beaucoup les bandes dessinées de l'Action catholique, le journal que les jeunes, que mes parents recevaient à la maison. Il y en avait une, entre autres, qui s'appelait Tête bêche. C'était notre plaisir de suivre son aventure à tous les jours. Je dirais que c'est vers 16-17 ans que j'ai vraiment commencé à lire un auteur qui s'appelle Bob Moran, dont tu as peut-être déjà entendu parler, L'ombre jaune, La revanche de l'ombre jaune. C'est vraiment l'aventure absolument palpitant. Il devait y en avoir une cinquantaine dans la série. Je ne sais pas combien j'en ai lu. C'est vraiment là où j'ai commencé à lire. Et ensuite, un peu à l'âge adulte, les romans de l'époque, Le Survenant, par exemple, est un roman qui m'a beaucoup influencé, beaucoup marqué, que j'ai adoré, et plusieurs autres. Et aujourd'hui, ben, après votre retraite, vous avez commencé l'écriture. Ma question, c'est est-ce que l'écriture a toujours fait partie un petit peu de votre vie avec votre métier ou c'est vraiment la retraite qui a été un élément déclencheur pour écrire un roman? Ouais, je te dirais oui, mais avec des bémols. Quand tu es reporter, moi j'étais reporter à la télévision presque toute ma vie. Quand tu écris un texte pour la télévision, un reportage de 2 minutes, si tu enlèves les extraits sonores, la voix du premier ministre et plein de trucs, ça équivaut à peu près à 12 lignes. Et dans les 12 lignes, si elles sont bien décrites, ça va très bien. Que ce soit un accent grave ou un accent circonflexe, on s'en fout. En ondes, ça ne paraît pas qu'il y a une virgule, un point-virgule, un point d'interrogation, ça ne paraît pas non plus. Alors, tu écris comme ça vient, souvent tu es pressé, souvent tu es sur un bout de calepin. Mais j'ai toujours lu beaucoup. Je me suis toujours dit, un jour, je vais écrire un roman. Les gens de la presse écrite, à Ottawa, entre autres, avaient l'habitude de dire, on sait bien, vous, les journalistes de la télé, vous faites le beau, vous racontez votre histoire, et puis, même si c'est mal écrit, ça n'a pas d'importance. Moi, je leur disais toujours, un jour, je vais écrire un roman, je vais vous montrer que je peux aussi écrire. Et c'est comme ça qu'est arrivé le premier, Maggie, à partir de souvenirs de la famille, dont je pourrais peut-être te reparler là, si tu veux. Bien, exactement, c'est votre premier livre que vous avez publié, Maggie, en fait, qui est une série historique finalement aujourd'hui qui a 4 tomes et qui se déroule dans votre ville natale, Saint-Benjamin. Vous en avez un petit peu parlé là, de votre expérience journalistique. Est-ce que ça vous a aidé par contre avec la rigueur qu'un roman historique demande? Avec la rigueur, mais aussi et surtout avec l'art de faire de la recherche. Quand tu es journaliste, tu vas souvent fouiller, vérifier, t'assurer que tu as les faits exacts, que tu ne fais pas d'erreur. Et c'est la même chose dans un roman historique.
Si Maggie, par exemple, qui est au début des années 1900, où il n'y avait pas d'automobile, il n'y avait pas d'électricité, on se déplaçait à chevaux ou à pied, on marchait, nous, pour aller à l'école 4 fois par jour, 1 000, un peu plus d'un kilomètre. Bref, tout ça était très différent. Et si tu écris un roman qui se passe en 1900 et que tu fais entrer un personnage dans une pièce puis qu'il allume la lumière avec un commutateur, tu as l'air fou parce que ça n'existait pas à l'époque. Alors, si tu fais la moindre erreur dans le temps, tu as l'air d'un imbécile. Alors, c'est pour ça que la recherche doit être très, très précise. Combien coûtait un paquet de cigarettes en 1905 et combien coûtait une patate en 1905. Tous ces trucs-là, tu dois savoir tout ça, plus le contexte politique de l'époque, qui était premier ministre, comment ça se passerait, quels étaient les grands débats, etc., etc. Donc, la rigueur, oui, pour que la recherche soit complète, c'est incontournable dans un roman historique. Puis par la suite, en 2015, vous avez publié le roman Le Puits, en fait, qui est un policier historique. Donc, vous avez gardé l'aspect historique, mais en plus d'ajouter le volet policier qui demande lui aussi beaucoup de rigueur et d'exactitude. Je me demandais quel avait été l'élément déclencheur pour ce roman-là. Un tout petit article dans un journal local en faisant des recherches pour autre chose sur lequel je suis tombé à Cumberland Mills. Cumberland Mills, c'était une enclave protestante dans le village d'où je viens. Il y avait à l'époque une vingtaine de familles protestantes, des vrais protestants là, qui ne parlaient pas un mot de français, sauf un ou deux. Et il y avait cette femme-là qui vivait là, qui avait vraiment mauvaise réputation. À l'époque, on disait que c'est une femme facile. Aujourd'hui, on dirait que c'est une prostituée. Bref, une femme qui avait une drôle de réputation. Et un matin, ils l'ont trouvée morte dans un puits. Et quand on trouvait quelqu'un mort dans un puits ou de n'importe quelle façon, on appelait le maire et le curé. Ça donne que le maire, c'était mon grand-père. Alors, j'ai vérifié le soir, j'ai parlé à des gens qui ont vécu à cette époque-là. Tout le monde disait, elle ne s'est pas noyée, elle n'est pas tombée accidentellement dans le puits, il y a quelqu'un qui l'a poussée dans le puits. Et c'est quelqu'un de très important dans le village. Alors, très important dans un village comme le mien, il y a le curé, il y a le maire, le marchand général peut-être. Chez nous, il n'y avait pas de médecin, il n'y avait pas de notaire, il n'y avait rien d'autre. Donc, c'est un des trois. Évidemment, moi, je souhaitais que ce ne soit pas le maire, parce que, bon, c'était mon grand-père. Alors, j'ai rencontré un vieux monsieur protestant anglais qui vivait dans un foyer pour personnes âgées dans les cantons de l'Est. Je suis allé voir, je lui ai dit, Monsieur McIntosh, qui a poussé la Maggie dans le puits? Il m'a raconté plein d'affaires intéressantes, plein de détails colorés. Il n'a jamais, jamais voulu me dire qui l'avait fait. Alors, moi, j'ai laissé la fin un peu ouverte. Les gens pouvaient deviner. Je soupçonnais le curé. Je laisse entendre que c'est le curé qui l'a fait. Alors, c'est de là qu'est parti le puits, un roman policier avec lequel j'ai eu beaucoup de plaisir. En parlant de fins ouvertes et d'éléments inexpliqués, en 2015, vous avez publié Marie-Louise, qui est un roman historique avec une touche de surnaturel. Compte tenu que votre métier est vraiment axé sur les faits et les éléments vérifiables, est-ce que l'aspect surnaturel de votre roman a été libérateur à écrire ou difficile? Je ne sais pas si ça a été libérateur, ça a été très agréable, je me suis beaucoup amusé. Vous savez, à cette époque-là, Marie-Pierre, il y avait dans presque tous les villages un charlatan, une diseuse de bonne aventure, une tireuse de cartes, quelqu'un qui pouvait vous soulager du mal de dents en faisant des simagrées, etc. Donc, tout ça était toujours mystérieux. Les gens avaient très confiance à ça. Souvent, comme chez nous, il n'y avait pas de médecin. Donc, si tu étais malade, tu allais voir le charlatan qui te bourrait de n'importe quelle pilule. Si tu allais voir, si tu avais mal aux dents, tu allais voir un gars au village qui t'arrachait les dents à froid avec des pinces à broche. Donc, les gens étaient très, très crédibles, croyaient beaucoup à ces choses-là. Et moi, mon inspiration, bon, elle m'est venue d'un de ces charlatans qui œuvrait dans ce village où s'est passée l'histoire, d'une histoire réelle qui est l'histoire de la cloutier qui avait empoisonné son mari à l'arsenic et qui a été pendue. Je pense que ça a été la première femme pendue au Québec ou la deuxième. Du Petit Albert, qui est un recueil de tous ces trucs-là, là, mystérieux, à peu près impossibles, qui n'ont pas d'allure, mais qui sont très intéressants. Tu sais, comme ça tourne toujours autour du diable qui vient te parler, qui vient te rencontrer la nuit ou qui vient te pincer les orteils quand tu dors dans ton lit. Des oiseaux le diable qui s'incarne dans un oiseau. Tout ça me fascinait et j'ai décidé de remettre tout ça dans le roman et de donner au roman un caractère très mystérieux, très, très, très bizarre, très irréel par rapport au monde d'aujourd'hui. Par la suite, vous êtes
parti dans une toute autre direction avec le livre Péril sur le fleuve, qui est un roman policier, mais qui traite de l'urgence par rapport à l'environnement. Est-ce qu'un roman, c'est un outil puissant pour aborder des enjeux importants qu'on n'entend pas assez parler, dont on voudrait parler? Je pense que oui. Ce n'est pas le seul outil, mais c'est un outil très important. C'est souvent la meilleure façon pour accrocher les gens. Pas tout le monde qui a le goût de lire un essai de 500 pages sur les changements climatiques. Ça devient peut-être un peu aride par moment. Mais si tu écris un roman qui touche à un sujet bien particulier, les gens vont accrocher. Moi, l'avant-dernier que j'ai écrit, Enlèvement, inspiré sur tous les cas de DPJ, tous les enfants maltraités, etc., que bon, j'ai un peu beaucoup changé le cours des choses là, en faisant quitter les deux madames. Mais les gens ont accroché à ce phénomène-là, celui des enfants battus, des enfants martyrisés, etc. Même chose pour l'environnement. Si tu leur racontes une histoire où ton personnage principal est quelqu'un qui s'occupe des belugas dans le Saint-Laurent et qui parle aux belugas, même si tu tombes dans le mystère, ça va beaucoup influencer les gens, ça va beaucoup les intéresser, ça va leur faire prendre conscience de l'existence, du fait que les belugas sont menacés d'extinction, etc., etc. Et c'était la même chose, moi, ce que j'ai fait, c'est plus les déversements de pétrole dans le Saint-Laurent, en me disant, bon, assez, c'est assez, puis on va aller faire sauter un bateau en dessous du pont de Québec. C'est de la fantaisie, c'est un roman, sauf que les gens se disent, est-ce qu'on est rendu aussi loin que ça dans les changements climatiques? Est-ce qu'il y a un problème qui est tellement gros qu'on ne le voit pas et qu'on ne fait rien et que les politiciens disent n'importe quoi, font du blabla, mais ils ne font jamais rien? Si j'ai accompli un tout petit peu avec ce roman-là, je suis très, très content. Le prochain roman que vous avez publié, c'est La louve aux abois. Puis ce qui est intéressant de ce roman-là, c'est qu'il remet en scène Marie-Lune, la journaliste que vous aviez présentée dans le livre Péril sur le fleuve. Puis dans ce nouveau roman-là, elle fait équipe avec l'enquêtrice Sophie Comtois. Donc j'aimerais savoir comment vous avez trouvé l'expérience de continuer avec un personnage précis, comparativement au fait que dans Maggie, c'était la même histoire pour quatre tomes, mais là, c'est pas tout est pareil, mais il y a un personnage qui est encore là. Ouais, il y a beaucoup de romans policiers qui tournent autour d'un inspecteur, que ce soit n'importe lequel, Lessard dans Louise Pennet ou bien d'autres. L'important, c'est une fois que tu l'as bien campé dans le premier roman, c'est de continuer à bien le camper dans le deuxième. Il y a des habitudes qui ne changent pas, il y a des histoires d'amour qui évoluent, mais qui ne changent pas vraiment. Mais il y a aussi la façon de procéder des deux. La relation entre une journaliste et une enquêtrice, c'est pas toujours évident. Pour avoir fait un peu, moi, de faits divers, la police est toujours très méfiante à l'endroit des journalistes, fait très attention. C'est très difficile d'établir une bonne relation avec un policier. Il va être très gentil avec toi, mais quand c'est fini, c'est fini. Invite-le pas à prendre une bière et il n'ira pas. Alors, c'est cette relation-là qui était importante que entre Marie-Lune et Sophie Comtois, la relation soit solide, qu'elle survive à tous les différents, parce qu'il y en a beaucoup. Ce qu'un policier trouve important de dire aux gens, le journaliste ne trouvera peut-être pas que c'est important, on voudra peut-être le dire d'une autre façon. Donc, il n'y a jamais d'entente parfaite entre les deux. C'est de naviguer entre ça, puis toujours faire la distinction entre l'ami et la journaliste, ce qui n'est pas toujours évident. Mais c'est passionnant d'avoir deux. J'en termine un en ce moment encore avec les deux mêmes. Là. Et dans celui-là, c'est très différent parce que la journaliste est exclue du reportage et c'est juste l'ami qui reste autour de Sophie Comtois. Alors, non, je les aime bien toutes les deux. Moi aussi, je les aime bien. En 2019, vous avez publié La dalle des morts, qui est un roman basé sur des faits vécus à Saint-Léon de Standen en 1938. Je me demandais d'où est venu ce désir d'écrire sur cet événement spécifique. Quand j'ai écrit Maggie, il y avait à un moment donné une scène où dans le cimetière, il y avait eu des problèmes, il fallait déménager 2 ou 3 cercueils dans un plus grand cimetière. Déménager des morts au Québec dans un cimetière à cette époque-là, c'était toujours extrêmement délicat. Les curés commençaient toujours par dire non, on ne touche pas aux morts. Ils finissaient par accepter quand il n'y avait pas d'autre choix. Donc, c'était une opération très délicate. Et une fois que le roman a été publié, il y a un monsieur qui m'a appelé et m'a dit, écoutez, si tu veux une vraie belle histoire de cimetière, intéresse-toi donc à celle de Saint-Léon de Standen.
Alors, je fais un peu de recherche, je tombe sur cette histoire-là. Effectivement, elle est très bonne, mais j'avais d'autres projets en tête. Je voulais continuer la série Maggie. Et je me dis, je reviendrai un jour à l'histoire de Saint-Léon de Sandon. Et quand j'ai décidé d'y revenir, j'ai appelé la présidente de la Société historique de Saint-Léon de Sandon qui m'a dit, viens faire un tour, je vais te faire rencontrer des gens, tu vas voir, c'est une histoire absolument abracadabrante, épouvantable. On a été aux mains d'un curé, un despote, une espèce de malade mental pendant 5 ans qui ne voulait rien savoir de nous autres. La courte histoire de ça, c'est qu'à un moment donné, à Saint-Léon de Sandon, le cimetière était plein, il fallait en trouver un autre. Et le curé a dit, il y a un terrain qui appartient à la fabrique, l'église, qui est le long de la rivière à chemin, on va prendre ce terrain-là. Donc, arrive un premier mort, il l'enterre, il ouvre la tombe, elle s'emplit d'eau. Là, les parents ont dit, on ne veut pas enterrer mon oncle ou ma tante dans l'eau, ça n'a pas d'allure. Et là, tout le monde s'y met, on ne veut pas enterrer nos morts dans l'eau. Et le prêtre a dit, c'est là que ça va se passer. L'évêque s'en est mêlé, il a appuyé le prêtre. Le village s'est divisé en deux. Ça a été pendant 5 ans une guerre à finir entre ce curé-là et les citoyens. Il n'y a rien qui n'est pas arrivé. Ils se sont battus, ils ont battu le curé. Rien qui n'est pas arrivé. L'évêque est venu un dimanche après-midi pour leur parler. Ils l'ont presque sorti à bout de bras de l'église, tellement il était furieux contre lui. Alors, c'est une histoire absolument fascinante. C'est peut-être un roman historique que j'ai eu plus de plaisir à écrire parce que c'est incroyable tout ce qu'il y a, tous les personnages qu'il y avait. Et c'est là qu'est arrivée la date des morts. Et l'an prochain, c'est le 150e anniversaire, je pense, de Saint-Léon de Sandon. Je vais retourner voir tout ce monde-là. J'ai eu tellement de plaisir à les rencontrer. Et quand on a fait le lancement, on l'a fait à Saint-Léon. Il y avait une salle de 500 personnes qui était pleine à craquer. C'était incroyable de voir. C'est une de mes plus belles expériences romanesques. Vous avez parlé un petit peu d'Enlèvement plus tôt, que vous avez publié en 2020. Donc, on retrouve encore Marie-Lune et Sophie Comtois. Puis, je me posais une question parce que dans vos romans, ce que j'ai remarqué, c'est que les femmes sont souvent des protagonistes fortes, brillantes et résilientes. C'est pas toujours le cas dans tous les romans. Donc, je me demandais s'il y avait une femme qui vous avait inspiré dans cette belle représentation des femmes dans vos romans. Il y a un certain nombre de femmes qui m'ont inspiré. Si je remonte le plus loin possible, deux, il y a eu ma mère, bien sûr. Ma mère, chez nous, elle contrôlait tout, comme dans les grandes familles québécoises de l'époque. On était 10 chez nous, et elle contrôlait tout. On est tous allés au séminaire Saint-Georges, on s'est tous fait instruire, même des 2 filles, tout le monde est passé par là. Et mon père ne voulait pas, il voulait garder des gens sur la ferme. Il a dit non, ils vont tous se faire instruire, puis elle a gagné, etc. Donc, c'est une femme très forte. Qui lisait son journal à tous les jours, puis bon, qui était très renseignée, une excellente maîtresse d'école de rang. Et l'autre, un peu avant, ma grand-mère, quand je te disais tout à l'heure que mon grand-père était maire dans le village, puis bon, juge de paix, il était tout sauf marié. Et mon grand-père, il faisait de la politique, il était très bon dans la politique, ça le passionnait. Et ma grand-mère lui disait tout le temps, mais oh, c'est bien beau, là, tes contrats avec le gouvernement, ta rencontre avec le député, il y a une famille là-bas qui n'a rien mangé et l'autre n'a pas de bois pour se chauffer. C'est deux que tu vas t'occuper aujourd'hui, puis tu feras ta petite politique après. Elle était très présente, très, très discrète derrière lui, mais quand elle lui mettait la main dessus, il l'écoutait. Et une de mes tantes, Marie-Marthe, est la première femme à devenir mère en Beauce. C'était elle, une toffe, comme on dit, là, un peu comme mon grand-père. Il n'y a rien qui l'arrêtait. Elle était seule femme au conseil municipal avec 7 hommes qui ont tout fait pour lui mettre des bâtons dans les roues. Ils n'ont jamais réussi. Alors, c'est à partir de ça que j'ai créé les modèles que tu découvres dans mes romans. Et le dernier roman que vous avez publié en 2021, c'est Le petit docteur de Saint-François de Beauce, qui aborde le Québec et est pris en pleine pandémie causée par la grippe espagnole. Est-ce que vous avez trouvé ça rassurant ou inquiétant de faire des recherches sur une pandémie, mais en pleine pandémie? Oui, j'aime beaucoup coller à l'actualité quand je peux. Puis je me disais, bon, c'est bien beau la pandémie, mais je ne vais pas écrire un roman sur la pandémie, là, sur la COVID. Et je vais aller voir comment ça se passait au temps de la grippe espagnole. Je vais aller voir s'il y a des romans qui ont été faits là-dessus. S'il y en a, je ne perdrai pas mon temps, pour découvrir qu'il y en avait plusieurs, mais l'action se passait toujours en ville, à Québec, à Montréal, à Winnipeg, évidemment à Toronto. Et je me suis dit, dans un petit village comme Beauceville, à côté du mien, qui avait à l'époque 1500 habitants, ça se passait comment, la grippe espagnole? Qui faisait les gens? Comment ils sortaient de ça? Et au même moment arrive un jeune docteur qui, lui, vient de sortir de l'université, tout en pleine ambition, et qui veut sauver le monde, etc., et qui se retrouve là-dedans avec rien. La grippe espagnole, le seul remède, c'est l'aspirine, un peu de camphre
et d'autres trucs là, de charlatans. Il n'y avait pas de remède, il n'y avait, avait pas de piqûre, il n'y avait pas d'injection, il n'y avait rien. Donc, le travail du docteur, c'est surtout s'assurer que les gens aient une mort pas trop douloureuse, mais il ne pouvait pas les sauver. C'est quand quelqu'un était atteint, il n'y avait presque rien à faire. Et c'est là où j'ai découvert que les Québécois, ou les Canadiens en général, mais les Québécois en particulier, n'ont pas tant changé que ça. Ce qui les emmerdait en 1918, c'était de devoir porter un masque. Les autres ils disaient, je ne porterai pas de guenilles dans la face. C'était de se tenir à distance. C'était de ne pas faire de party. En Beauce, les parties, tu ne passes pas à côté, là. C'est très populaire. Alors, il y avait toute cette réticence. Et l'autre phénomène qui était intéressant, mais lui était très différent, c'est qu'il y avait le médecin et la science avec des remèdes du bord, mais il y avait aussi le curé qui disait la seule façon de vous en sauver, c'est de prier, c'est d'aller à la messe. Bon Dieu va vous sauver, va vous aider. Ça, évidemment, ça n'existe plus aujourd'hui, tant mieux. Mais c'est un phénomène très important à cette époque-là. Et il y avait aussi là un charlatan, et c'est là où j'exploite au maximum toute cette notion de charlatan là, qui était plus dangereux qu'autre chose et qui pensait, lui, de guérir tous les gens avec ses remèdes inventés. Et c'était pire, ça, au lieu de les guérir, il les faisait mourir plus vite. Alors, il y avait tout ce dilemme-là. Et j'ai aussi greffé à ça une histoire qui m'avait marqué, mais qui n'était peut-être pas suffisante pour faire un roman en soi, d'une jeune fille de 16 ans qui a eu un bébé et le lendemain, quand elle s'est réveillée après l'accouchement, le bébé n'était plus là, elle n'a jamais retrouvé. Ils l'ont retrouvé mort 3 semaines plus tard dans la rivière, ils l'avaient noyé, comme on faisait souvent avec les enfants handicapés ou les enfants illégitimes. Euh, Elle, tout indique, puis si tu l'as lu, tu as peut-être deviné, tout indique que c'est son père qui l'avait mis enceinte. Alors, c'était, où l'envoyer à la crèche à Québec, mais on ne gardait pas ces enfants-là. C'était un scandale épouvantable. Alors, j'ai greffé aussi une histoire, cette histoire-là là-dedans, et pour amasser tout ça à l'époque, en 1918, qui était la fin de la Première Guerre mondiale, avec tous ces soldats qui revenaient de l'Europe, qui avaient été malades, à qui il manquait une jambe, un bras, le désastre, quoi. Quand tu es romancier, tu peux t'amuser beaucoup et tu peux en mettre plein la vue. C'est ce que j'ai fait. Et maintenant, aujourd'hui, vous en avez parlé un petit peu, mais quels sont vos projets futurs pour les prochaines années? Il y a ce roman-là qui est un roman policier avec Marie-Lune et Sophie et Touria et tous les autres personnages qui se passe en ce moment, qui s'appuie beaucoup sur tout le phénomène de la difficulté de la police avec les groupes marginaux, que ce soit les Autochtones, les racisés, les homosexuels, les lesbiennes, etc. Toute la discrimination qui est à l'endroit de ces gens-là, la volonté de certains policiers de changer la façon de faire de la police, la volonté très arrêtée de la vieille garde qui ne veut rien savoir. Pour eux, la police, c'est la police. Puis si tu dois donner un coup de pied au cul, tu donnes un coup de pied au cul et tu ne mets pas des gants blancs et tu ne fais pas de faveur spéciale à tous les groupes minoritaires. Alors ça, c'est un peu l'histoire de fond et l'histoire plus romantique, si tu veux. C'est que comme Sophie devient une propagandiste de cette réforme-là de la police, mais ils veulent la faire disparaître. Je n'en dis pas plus. Est-ce qu'on a une date ou une saison que ce roman-là devrait? Septembre. Là, normalement, il sort en septembre. Et je commence aussi en même temps à travailler sur un recueil de petites nouvelles beauceronnes, à partir d'histoires vécues. Je bâtis une petite histoire romancée. Là. Il y en aura peut-être une quinzaine là-dedans. Plein de petites histoires que j'ai découvertes au fil des années d'écriture et de recherche, qui n'étaient pas assez solides pour faire un roman au complet, mais qui est tout regroupé dans un roman pour faire quelque chose d'intéressant. On verra bien. C'est pour dans 2 ans. Non, mais j'ai bien hâte de suivre ça. Ma dernière question, c'est est-ce que c'est possible pour les gens de vous suivre sur les réseaux sociaux, de vous écrire ou... Je suis sur Facebook. J'ai été piraté il n'y a pas longtemps. J'ai démarré une nouvelle page, mais bon, j'essaie de récupérer à peu près tous les gens qui me suivaient. Je suis aussi sur Twitter et sur Instagram. Sur Instagram, je ne fais pas grand-chose. Je mets de temps en temps des trucs sur mes livres ou sur la littérature en général, mais je suis plus actif sur Facebook et sur Twitter. Et vous êtes tous bienvenus de venir m'y voir. Parfait. Bien, merci beaucoup pour votre disponibilité et vos réponses. Moi, je vais mettre en dessous de ma vidéo là, tous les liens pour vos livres, puis votre lien pour votre Facebook, votre Twitter et votre Instagram pour que les gens puissent aller vous suivre. Donc, merci beaucoup pour toutes vos réponses. Ça vous fait un grand plaisir.
plaisir, puis à un de ces jours. Oui, tout à fait. Merci. Au revoir. Si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos assez fréquemment sur ma chaîne. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous inscrire. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.